Je me suis efforcé de donner la même disposition aux deux exposés concernant le récit de fiction, la même disposition que celle que j'avais adoptée pour l'histoire, à savoir que dans le premier exposé, je parlerai des structures immanentes au discours sous donc la catégorie de la fiction, et dans la seconde leçon, dans le second exposé de demain, je considérerai le pouvoir de transformation, de révélation-transformation du temps humain par le moyen des structures narratives. Ce sera donc exactement la même distribution des problèmes que dans les leçons précédentes. Quelques mots d'abord sur le vocabulaire. J'ai réservé le terme de fiction à tout l'ensemble, tout le sous-ensemble narratif que j'oppose globalement au récit historique, dans la mesure où le récit historique prétend être vrai. C'est donc le rapport différent à la vérité qui fait la différence entre l'ordre de la fiction et l'ordre de l'histoire. Alors aujourd'hui, cette différence n'entrera pas en jeu, puisque précisément je me tiendrai au niveau de la structure interne du discours. Et de ce point de vue, l'histoire et la fiction comportent une parenté profonde qui, je vais essayer de le montrer, est assurée par le mythos aristotélicien, par la mise en intrigue, avec des conditions d'élargissement, bien entendu, que j'avais indiquées. Je ne discuterai pas le problème qui en lui-même est très intéressant des genres littéraires qui tombent sous le discours de fiction, et j'admettrai donc les catégories usuelles. Ce n'est pas mon problème du tout de la différence entre le conte populaire, l'épopée, la tragédie, la comédie, le roman. Et l'énumération que je viens de faire est simplement indicative. Précisément, aujourd'hui, je voudrais m'intéresser à des traits structuraux qui ne passent pas par ces différences génériques. Encore une remarque de vocabulaire. Je prends certainement le mot fiction dans un sens un peu plus étroit que beaucoup de critiques littéraires qui incluent sous le nom de fiction ce que moi j'ai appelé configuration. Parce que la plupart des critiques littéraires ne s'intéressent pas au discours historique. Et par conséquent, ils n'ont pas besoin de faire une opposition entre discours vrai et discours imaginaire. Et donc, très souvent, le mot fiction, dans la critique narratologique dont je vais parler maintenant, couvre toute espèce de configuration. Donc, je ne critique pas du tout cet emploi du mot fiction dans un sens beaucoup plus large que le mien. C'est par cohérence dans mon propre discours, puisque j'ai besoin de la différence histoire-fiction, je suis obligé de prendre le mot fiction dans le sens d'une configuration qui n'aura pas le type de prétention à la vérité par rapport au passé, et c'est ce que je discuterai précisément demain. Mais donc, j'admets tout à fait que l'on prenne le mot fiction au sens général de configuration.
C'est le cas en particulier d'un auteur anglais que je suis beaucoup sur beaucoup de ses analyses, Frank Kermode. Je ne sais pas s'il est connu ici dans The Sense of an Ending et The Genesis of Secrecy, et il appelle fiction toute espèce de construction narrative. Mais il ne faut pas se disputer sur les mots. L'essentiel, c'est d'être cohérent soi-même dans l'emploi que l'on propose. Alors, dans cette première leçon, je discuterai deux problèmes. D'abord, le rapport entre la sorte de rationalité mise en œuvre par les analyses structurales du récit. Quel est le rapport entre la rationalité mise en œuvre par ces tentatives en somme de logique du récit, ou de sémiotique du récit, ou de grammaire du récit, on trouve ces trois expressions chez les différents auteurs, et puis la sorte d'intelligence narrative que j'ai trouvée à l'œuvre dans le récit tel qu'il est compris par les lecteurs non spécialistes, non techniciens, et dont Aristote nous disait que la poésie enseigne. Et donc il y a, avais-je dit, une intelligence que j'avais rapprochée de l'intelligence de l'éthique, que j'avais appelée intelligence phronétique, de la phronésis opposée à théorie. En effet, le type de discours tenu en narratologie est un discours théorique. C'est un discours théorique sur le discours phronétique. Alors, dans ce rapport, je voudrais montrer un rapport tout à fait semblable à celui que j'ai discuté dans la première leçon sur l'histoire, le rapport entre expliquer au sens de l'histoire science et comprendre, donc au sens de cette intelligence narrative. Et je voudrais tenir une thèse tout à fait semblable à celle que j'ai tenue à propos de l'historiographie, montrer qu'il y a une légitimité, une autonomie parfaite et parfaitement justifiée de ce discours rationaliste. J'adopte tout à fait les analyses structurales, mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'elles empruntent leur validité à une première intelligence, celle que nous avons par l'histoire de notre culture, par la pratique de lecture et d'écoute des intrigues reçues de la tradition et des multiples traditions narratives. Et c'est donc ce rapport à la fois d'autonomie et de Rückfrage, n'est-ce pas, de renvoi à cette intelligence première que je voudrais démontrer. Par conséquent, la position que je veux démontrer peut être appelée une position critique, mais au sens, non pas de critique destructrice, mais de critique au sens kantien. Je veux dire, c'est une réflexion sur les conditions de possibilité de la narratologie. Et je voudrais montrer que appartiennent à ces conditions de possibilité une première intelligence que nous avons de vivre dans le monde des récits et d'avoir déjà compris à un premier niveau ce que c'est qu'un récit. Et je vais donc m'efforcer de montrer que les 2 ou 3 tentatives narratologiques que je vais vous présenter, à tout moment, présupposent cette première intelligence et se soutiennent de cette première intelligence. Je voudrais examiner 3 de ces entreprises. La première est empruntée
aux formalistes russes, et c'est l'entreprise bien connue de Vladimir Propp dans la morphologie du conte merveilleux russe. La seconde sera celle de celui que je considère comme le plus riche et le plus instructif des structuralistes français, Greimas. Et je terminerai par une troisième tentative qui introduit un élément nouveau par rapport aux deux précédents, c'est celle de Genette, Gérard Genette, dans Figures 2 et 3, qui introduit en effet un élément assez spécifique du récit de fiction, la capacité de se redoubler lui-même et de dédoubler son propre temps dans un temps des choses racontées et un temps de l'acte de raconter. J'essaierai de montrer demain pourquoi précisément le récit de fiction a des ressources de ce genre que n'a pas le récit historique, et vous pouvez déjà deviner pourquoi, parce qu'il n'a pas la sorte de contrainte que j'ai montrée hier, à savoir que le récit historique est lié à des contraintes chronologiques et finalement de liaison avec le temps astronomique. Par conséquent, le troisième exemple que je proposerai sera un peu discordant par rapport aux deux précédents, puisqu'il introduira déjà une divergence assez sensible entre le récit de fiction et le récit historique. Alors, ce qui est commun à toutes ces entreprises, c'est d'avoir tenté de déduire d'un petit nombre de règles la structure du récit. Et par conséquent, d'avoir pris pour modèle dans cette entreprise la linguistique. Je rappelle, n'est-ce pas, que la linguistique est une science du langage, bien entendu, mais qui s'arrête à la plus grande unité qui est la phrase. Et donc, la linguistique travaille sur toutes les entités du langage qui sont plus petites que la phrase, qu'il s'agisse de phonèmes, bien entendu, mais aussi des mots, donc de lexèmes. Et donc, le problème et la tentative des analyses structurales, c'est d'étendre à des unités plus grandes que la phrase, et c'est le cas précisément du récit, les ressources de la linguistique. En effet, ce que la linguistique a réussi dans ses analyses des unités plus petites ou égales à la phrase, c'est essentiellement d'établir une combinatoire entre un nombre limité d'éléments. À cet égard, la phonétique est un exemple tout à fait remarquable, puisque la plupart des langues ne comportent que quelques dizaines de phonèmes, 30, 40, et que c'est leur différence et leur combinaison qui permettent d'établir le système de la langue. Alors donc, ce parallèle avec la linguistique autorise une attitude déductive et non plus simplement une énumération des genres littéraires. Voilà, cela justifie pourquoi je ne m'occuperai pas des genres littéraires, mais une reconstruction sur la base d'une logique commune de toutes les propriétés connues de tout discours possible. C'est donc une tentative extrêmement audacieuse d'établir pour la première fois la notion de récit
au singulier, le récit. Est-ce que l'on peut faire une théorie du récit? Eh bien, cette tentative implique que, concernant le temps, que le temps du récit doit être le plus possible réduit à des lois achroniques. Et ce sera là essentiellement mon problème, c'est le destin même du temps du récit lorsque il est soustrait à l'histoire. D'ailleurs, je crois qu'on peut caractériser, comme l'a fait Lévi-Strauss dans une fameuse conférence sur structure et histoire, l'opposition fondamentale entre le structuralisme et les disciplines qu'il a remplacées, en particulier la forme historique de la linguistique du XIXe siècle, lorsqu'elle reconstruisait le grand arbre linguistique des langues indo-européennes, procédé donc de trouver quelle est la grande diachronie des langues, de opposer la synchronie des différences et des ressources combinatoires d'un système. Donc il s'agit de retrouver les contraintes achroniques de tout récit possible. C'est là la révolution méthodologique comparable à celle qui, dans l'épistémologie de l'historiographie, a tenté de substituer une rationalité de type logique à l'intelligence soumise à la diachronie donc des développements et des transformations d'un état de choses initial à un état de choses terminal. J'emprunte ici à une phrase célèbre de Roland Barthes dans l'introduction à l'étude structurale des récits, cette déclaration: il importe de ramener le récit aussi près que possible du langage et de tenir la littérature pour homologue du langage lui-même. Donc le récit ne ferait que déployer sur un plan hyperphrastique, au-delà de la phrase, les structures que le langage présente déjà dans sa forme pré-phrastique. Le récit, dit Roland Barthes, est une grande phrase, comme toute phrase est d'une certaine manière l'ébauche d'un petit récit. Et allant jusqu'au bout de cette thèse, Roland Barthes déclare: l'homologie que l'on suggère ici n'a pas seulement une valeur heuristique, elle implique une identité entre le langage et la littérature. Donc c'est une thèse très forte, une identité entre le langage et la littérature. Cette identité impliquera donc que l'on déchronologise au maximum le récit et que l'on le relogifie. J'emploie ces deux termes un peu barbares, certainement en français, et je suis sûr qu'ils le seront également en italien, à Roland Barthes. Pour vous familiariser encore avec ce vocabulaire, il s'agira de subordonner tout aspect syntagmatique, c'est-à-dire le syntagme, c'est la concaténation dans la succession du langage, une phrase à une forme syntagmatique, le ramener donc à des structures paradigmatiques, et on appelle paradigme, n'est-ce pas, un tableau que l'on peut lire dans tous les sens. Si vous avez devant les yeux, n'est-ce pas, le tableau des déclinaisons ou le tableau des conjugaisons, vous pouvez le parcourir dans tous les sens, c'est un paradigme, mais lorsque vous faites des phrases en employant tour à tour le présent, le futur, le passé, etc., vous projetez sur une ligne, sur la ligne du syntagme, les structures paradigmatiques. Donc on pourra caractériser d'une façon générale toutes les entreprises que nous allons considérer comme une réduction au maximum
autant que possible de l'aspect syntagmatique du récit aux ressources paradigmatiques de lois profondes de constitution du récit. Bon, alors, je commence par l'entreprise qui a déclenché, en tout cas en France, mais je crois partout dans le monde, ces recherches. Ce sont les recherches des formalistes russes, et je ne referai pas du tout l'histoire du formalisme russe qui a été bien présenté par Todorov dans l'ensemble des textes qu'il a publiés. C'est assez important de se familiariser avec ces auteurs, parce que Propp, publiant en 1928 sa morphologie du conte russe, est déjà au bout d'une histoire. Alors nous prenons déjà le problème au moment où il a été très travaillé, n'est-ce pas, depuis pratiquement les années 1917 jusqu'aux années 1932. Puis après ça, il y aura une grande éclipse du formalisme russe pour des raisons culturelles et politiques bien connues. Il y aura aussi l'émigration de Jacobson, qui ira à Prague, qui ira une sorte de parenthèse culturelle entre 1932 et 1939, entre donc l'arrivée du nazisme en Allemagne, et puis la chute de la Tchécoslovaquie, puis après ça, Jacobson émigrera aux États-Unis. Et alors, c'est par l'intermédiaire de Jacobson que les travaux des formalistes russes ont été repris grâce aux traductions en Europe occidentale. Il y a d'ailleurs, je le dis en parenthèse, une résurgence tout à fait étonnante des formalismes russes avec Bakhtin, mais je n'en parlerai pas ici, qui est beaucoup plus près de nous. C'est dans les années 1965, qui est un petit peu un apax, enfin un isolé dans son propre pays. Alors, je voudrais présenter les éléments de l'analyse de Propp, la morphologie du conte. Propp est encore à mi-chemin de l'entreprise de réduction des aspects syntagmatiques aux aspects paradigmatiques du discours, du langage, pour une raison tout à fait essentielle, c'est que il conserve tout à fait l'aspect linéaire du conte. Et c'est cette linéarité qu'il essaye de construire. Mais il le construit précisément avec des éléments achroniques. Mais c'est encore une linéarité qui est le propos de son analyse. C'est pourquoi ses successeurs, et en particulier Greimas, tenteront de pousser beaucoup plus loin la déchronologisation du récit en renonçant à sa linéarité. Alors pourquoi Propp a-t-il gardé l'aspect linéaire de base? Parce que il tente de reconstituer les centaines et même les milliers de contes russes qui avaient déjà été collectés par ses prédécesseurs. Il procède par une analyse non pas à partir des personnages, mais à partir de ce qu'il appelle les fonctions, c'est-à-dire des segments d'action qui justement sont mis bout à bout. Par fonction, il entend des abstraits d'action qui vont pouvoir être figurés de façon indéfiniment multiple dans les différents contes, mais qui se retrouvent les mêmes en tant qu'abstraits dans tous les contes, tels que absence, interdiction, violation,
méfait, fraude, complicité, fuite, pour ne nommer que quelques-unes des premières fonctions, donc qui reviennent identiques dans tous les contes. Alors son idée, c'est que tous les contes ne sont que des variations sur une trame typique qui serait un enchaînement de fonctions de base. Il est d'ailleurs arrivé à cette conclusion que, avec 31 fonctions de base, on peut, en les permutant et en les combinant différemment, ou en les illustrant, les investissant différemment dans des figures, que ce soit des animaux, des petites filles, un prince, etc., nous donnerons l'immense variété. Je fais remarquer en passant que ce chiffre de 31 est tout à fait comparable au nombre précisément des phonèmes que nous avons dans une langue, puisque en français, je crois 34 ou 35 phonèmes, et donc pouvoir réduire tous les contes, les centaines, les milliers de contes russes, il s'agit uniquement des contes russes ici, à 31 fonctions, c'est donc déjà trouver, sinon une structure de permutation, en tout cas une forme de variation. Je fais une petite remarque ici sur forme et structure. Dans le compte-rendu critique que Lévi-Strauss a fait de Prope, il dit justement « Ah, mais Prope, ce n'est pas encore la structure, parce que la structure doit être absolument achronique. Tandis que là, c'est une chaîne chronologique, mais d'un temps qui est justement exactement le temps linéaire de l'univers, le temps de la succession. On aura vraiment une analyse structurale lorsqu'on pourra éliminer même l'élément chronologique. Ceux qui sont un peu familiers avec l'œuvre de Lévi-Strauss peuvent avoir présent à l'esprit l'analyse qu'il a proposée du mythe d'Édipe dans l'anthropologie structurale, où le récit qui suit un certain déroulement est ramené à des paquets de phrases qui sont mis dans 4 colonnes qui n'ont rien à voir avec le développement temporel du récit, tels que la surélévation des rapports de sang, la sous-évaluation, la dépendance à la terre ou l'indépendance à la terre, et ainsi il arrive avec 4 éléments structuraux à les combiner, et donc cette combinatoire n'a plus aucun caractère chronologique, tandis que la chaîne de fonctions chez Prope reste une chaîne successive. Voici les 4 théorèmes que présente Prope. Premièrement, dit-il, les événements constants permanents du conte sont les fonctions, quels que soient les personnages et quelle que soit la manière dont ces fonctions sont remplies. Ces fonctions sont les parties constitutives du temps, du conte. Donc, mettons entre parenthèses les personnages, ne retenons que les fonctions. Deuxième thèse, le nombre des fonctions que comprend le conte merveilleux est limité. Donc c'est une thèse structurale qui affirme le parallélisme entre la linguistique et la narratologie. La troisième thèse, c'est que la succession des fonctions est toujours identique. Il y a donc un modèle, on ne peut pas chercher à sauver par exemple, après un rapt, le rapt précède nécessairement la tentative de le réparer. Il y a donc une logique de la succession, mais qui est absolument rigide. C'est une concaténation absolument rigide. Dans le détail, dans l'analyse de ces propositions, il dit cette succession identique suffit à fonder l'identique
l'identité du conte russe lui-même. Donc le conte russe, c'est celui qui comporte les 31 fonctions. Alors, il peut en manquer certaines, ou elles peuvent être raccourcies, ou il peut y en avoir d'autres qui sont des variables non, des variantes non pertinentes, mais la structure des 31 fonctions suffit. Et d'où le quatrième axiome, toutes les fonctions connues dans le conte se disposent selon un seul récit. En un sens, il n'y a qu'un conte russe dont toutes les autres ne sont que des variantes. En ce sens, tous les contes russes du corpus ne sont que les variantes d'un unique conte, lequel en réalité n'est raconté par personne sous cette forme-là, mais il est construit par l'analyse narratologique. Alors, le problème qui nous est posé, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que ces 31 fonctions, mises bout à bout, et dans leur rigidité d'enchaînement, constituent un conte, et un conte un et complet. Alors, il est très intéressant de voir dans le détail, et c'est l'analyse à laquelle je me suis moi-même attaché, comment tout au long de la démonstration, Propp est obligé de recourir à des rôles joués par les différentes fonctions qui supposent une unité d'intrigue. Et c'est ce que je voudrais essayer maintenant de discuter, que c'est toujours l'unité d'une intrigue qui permet de considérer le conte comme un récit. D'abord, j'insisterai sur le rôle d'ouverture d'une certaine fonction. Qu'est-ce que c'est que commencer ? Et on ne peut donner la notion de commencement que dans la relation avec l'ouverture d'un processus qui appellera une clôture. Deuxièmement, certaines fonctions ont un rôle tout à fait décisif, comparable à la péripétéia, c'est-à-dire qu'ils provoquent un nœud, au sens que Aristote définit dans la poétique, lorsqu'il parle du nœud de l'intrigue, et que le reste de l'histoire va dénouer. Le rapport entre noué et dénoué, n'est-ce pas, est une structure dynamique qui est irréductible à l'aspect purement additif des fonctions. Il faut que les fonctions soient reliées, n'est-ce pas, par un mouvement dynamique afin de constituer le rapport fondamental de l'intrigue. Le plus important à cet égard, c'est la fonction pivot, qui est, si je ne me trompe pas, la fonction 17 dans la suite des 31 fonctions, et que Propp appelle le méfait. En effet, le méfait n'est pas une action comparable aux autres, comme le serait la fuite ou la violation. C'est une fonction pivot qui crée une tension et qui appelle réparation. Et en effet, on peut dire que la grande scansion du récit, c'est de passer de l'ordre au désordre et à la restauration de l'ordre. C'est le conte, cette fonction. Donc nous avons là l'équivalent, n'est-ce pas, de la péripétéia, et qui fait que la suite du récit va avoir la signification d'une quête. Et j'insiste beaucoup sur ce mot quête qui apparaît plusieurs fois chez Propp et dont nous voyons qu'il introduit un élément organique qui intègre ce qui est simplement mécaniquement ajouté,
cette addition mécanique d'une fonction à l'autre. Il y a un facteur d'intégration qui est le rapport entre le méfait et la quête. Et finalement, c'est la dernière ou les dernières fonctions qui ont un rôle par rapport au tout, à la totalité, et qui est la réparation. Il y a une réparation finale qui se présente par exemple comme le mariage de la princesse qui a été volée, etc. Donc c'est le happy end, pas de la plupart des contes, mais qui est justement end, qui est une fonction terminale. Donc vous voyez que si l'on réfléchit sur ce rôle du commencement, sur ce rôle du méfait comme milieu et de la réparation comme conclusion, nous apercevons l'élément sous-jacent à l'analyse qui est l'organisation, le caractère organique, n'est-ce pas, du conte, qui est présupposé par sa segmentation et cette espèce de reconstruction à partir d'éléments simplement ajoutés les uns aux autres. Notre question peut être résumée de la façon suivante. Est-ce que l'on observe un grand nom du passé? On le voit dans les citations de Propp. Il se réclame d'une part de Goethe, beaucoup d'exergues, beaucoup de titres, il y a des citations de Goethe, et d'autre part Linné. Linné, vous savez, est celui qui a établi la première morphologie des plantes et des animaux. Donc c'est une pensée essentiellement classificatoire, dichotomique, et on pourrait dire taxinomique. Il y a une taxinomie, et puis d'autre part, cette vision organique de Goethe. Et pour ma part, la lecture bien des fois recommencée de ce magnifique texte de Propp nous montre bien la lutte constante entre un principe d'organisation holistique, n'est-ce pas, et d'autre part une construction fragment par fragment purement additive et mécanique. Pour terminer avec cette analyse extrêmement schématique que je ferai ici, je me servirai d'une considération finale de Propp lui-même dans les pages 112 et suivantes de la traduction française. Je voudrais voir ce qu'il en est de la traduction en italien, qui est justement une réflexion sur le conte comme totalité. Alors c'est très intéressant de voir ce qu'il dit dans le conte sur totalité. Et il dit ceci: le conte est à la fois une série, mais aussi une séquence. Et le mot séquence, je me suis adressé à des collègues slavisants. Le mot russe, c'est Xod, X-O-D, et dans les traductions anglaises de Propp, qui sont généralement très bien considérées, puisque c'est Jacobson lui-même qui a présidé à cette traduction, on l'a traduit par émouve, au sens de, vous savez que au jeu d'échecs, n'est-ce pas, le déplacement d'une pièce s'appelle émouve. Et il dit très bien, ici dans ce texte, le conte merveilleux est un récit construit selon la succession régulière des fonctions citées dans leurs différentes formes, avec absence de certaines d'entre elles dans tel récit, répétition de certaines dans telles autres, mais obéissance toujours à l'unité de compte, l'unité d'un Xod, d'une séquence. Un conte peut comprendre plusieurs séquences, et lorsqu'on analyse un texte, il faut d'abord déterminer de combien de séquences il se compose. Eh bien, il me semble qu'il y a dans cette notion de move, de Xod, donc de séquence, je pense que le traducteur français, qui est d'ailleurs Marguerite Derrida, donc slavisant,
a en vue l'expression qui est tirée du cinéma. Donc on parle d'une séquence de cinéma qui n'est pas un plan, n'est-ce pas, mais qui est un ensemble de plans ayant une certaine unité. Alors ce sont ces sous-unités qui posent problème, n'est-ce pas, qui mettent en question la méthode purement analytique. Et donc le problème de ce que j'avais appelé la synthèse de l'hétérogène, n'est-ce pas, se repose ici. Et où est le principe synthétique, n'est-ce pas? Il faut se donner un principe synthétique qui sous-tend. Et en ce sens, on peut dire que c'est, à mon sens, l'intelligence narrative que nous avons acquise, comme je le disais au début, par notre culture, qui constitue le guide téléologique dans la distribution des fonctions le long de la chaîne et régit les sous-ensembles tels que phase préparatoire, nœud de l'intrigue, retard, dénouement. Rapportés à cette unique impulsion, les segments discontinus de la série tiennent le rôle du renversement, du coup de théâtre, de la reconnaissance dans le mythe tragique. Bref, ils constituent le milieu de l'intrigue. Et s'il en est ainsi, le temps narratif n'est plus la simple succession des segments extérieurs les uns aux autres, mais une tension entre un commencement et une fin. Donc je conclurai ce premier exemple en disant que la rationalité mise en jeu par le travail de fragmentation et de concaténation ne peut se substituer à l'intelligence narrative inhérente à la production et à la réception du conte, parce qu'elle ne cesse d'emprunter à cette intelligence pour se constituer elle-même. Aucune des opérations de découpage, de mise en série, ne peut faire l'économie d'une référence à l'intrigue comme unité dynamique et à la mise en intrigue comme opération structurante. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la première leçon, j'ai traduit mutos non pas par intrigue, mais par mise en intrigue, pour insister sur ce et je n'ai pas parlé non plus de structure, mais de structuration. C'est pourquoi le mot configuration, n'est-ce pas, a ce caractère dynamique. Et alors je voudrais montrer maintenant la deuxième tentative, qui est celle de Greimas, dans ces deux étapes. Je ne considérerai pas la troisième que je viens juste de découvrir. Il m'a envoyé juste il y a 15 jours le volume qui s'appelle Du Sens 2. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai donc un temps de retard sur Greimas. Donc je me servirai uniquement de la sémantique structurale et puis du sens 1. C'est du sens 1 qui est complété par le Maupassant, l'analyse d'un très beau conte de Maupassant qui s'appelle Deux amis. C'est une histoire de pêche manquée et qui change de sens parce que le refus de céder à l'ennemi fait des vaincus les vainqueurs de leur propre vainqueur. Alors ce sont ces renversements qu'étudie Greimas dans ce livre que j'admire beaucoup, le Maupassant. Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans Greimas, c'est d'avoir tenté, et je ne sais pas qui, l'autre jour j'entendais un congrès où j'étais à Rome, elle dit quand on n'est pas capable de pécher fortement, il faut errer fortement. Et je crois qu'il y a là une audace extrême que j'admire beaucoup, c'est d'avoir été jusqu'au bout de la déchronologisation, de déchronologiser complètement le modèle, quitte après ça par le jeu d'un certain nombre de lois de transformation d'un modèle de base, d'avoir reconstitué les conditions mêmes de la temporalité. Reconstruire la temporalité sans temporalité, c'est un peu la gageure, n'est-ce pas, de son entreprise.
Alors, il a pu faire cette entreprise parce que, à l'inverse de Propp, il est parti des personnages et non pas des actions. Parce que les actions imposent nécessairement un élément successif. On fait d'abord ceci et puis cela. Et on l'a vu, les 31 fonctions de Propp sont mises bout à bout le long d'une chaîne temporaire linéaire. C'est pourquoi ma discussion n'a pas été sur le temps, mais sur deux visions du temps, une vision purement successive et une vision organique. Tandis qu'ici, il s'agit bien du rapport entre synchronie et diachronie. En effet, si l'on considère les personnages d'une histoire, il est beaucoup plus facile de les mettre en tableau que les actions, parce que les actions s'enchaînent successivement, tandis que les personnages peuvent être mis dans des relations réversibles. Et c'est de cela que, dans son modèle qu'il appelle actantiel, c'est de ce modèle actantiel que nous allons d'abord parler. Greimas fait sur les personnages exactement ce que Propp avait fait sur les actions. Au lieu de prendre les actions dans leur concrétude, telles qu'on les lit au ras du texte, il avait construit des actions types, et de même ici, on va construire des personnages types. Et c'est pourquoi on leur donne un nom nouveau, on les appelle actants, pour bien dire que c'est le produit de la méthode. Ben, c'est la méthode qui construit la notion d'actant. Et l'avantage de cette reconstruction, c'est que non seulement les rapports sont réversibles, donc éliminent l'élément chronologique, mais qu'ils peuvent être resserrés en un plus petit nombre encore de termes. Dans la première version de son modèle, qui est encore une version très brute, très élémentaire dans la sémantique structurale, il était arrivé à 3 relations réversibles. La relation de désir, donc quelqu'un cherche quelque chose, ou quelqu'un cherche quelqu'un, ou a perdu. Bon. Une relation de communication qui met en relation un destinateur avec un destinataire. Et enfin, une relation d'empêchement ou d'aide, le rôle d'un adjuvant ou d'un opposant. Donc celui qui aide et celui qui empêche. Et donc on peut placer les personnages ainsi sur des axes selon que l'on compose la relation de désir avec la relation de communication ou avec la relation qu'il appelait d'action. Un dernier avantage de ce point de départ, c'est que l'on a des oppositions binaires. Et ceux qui sont un peu familiers avec les développements de la linguistique savent, et surtout sous l'influence de Jacobson, il y a toujours eu un privilège pour les relations binaires. Cela s'est exprimé par exemple dans la réduction des tropes à 2, métaphore, métonymie. Vous avez de multiples façons. Et nous verrons que les transformations peuvent être toujours placées dans une paire, conjonction, disjonction. Donc on joue toujours sur le binarisme. Sur les autres. Ça ne doit pas plaire aux hegéliens. Il faut 3 quand on est hegelien. Oui. Alors vous voyez, c'est donc la simplicité, l'élégance. Mais Greimas n'a pas de peine à avouer, maintenant quand il parle de son premier modèle, de son extrême déficience, parce que il est extrêmement difficile, après ça, de reconstruire les actions à partir des personnages, parce que l'on retombe sur toutes les difficultés de la temporalisation, et en particulier autour des notions d'épreuve
de quête, de succès, d'échecs, qui ont une temporalisation évidente. Je lis d'ailleurs un de ces aveux de Propp, lorsque il dit « L'épreuve met en relation l'affrontement et la réussite, or le passage de l'un à l'autre par la lutte est parfaitement aléatoire. C'est pourquoi la relation de succession ne se laisse pas réduire à une relation d'implication nécessaire. » Mais on pourrait en dire autant de la paire entre mandement et acceptation qui lance la quête. Pour la quête peut réussir ou elle peut échouer, et cela demande du temps. Enfin, le temps ici n'est pas un élément accessoire, ce n'est pas simplement un retard dans une relation logique, mais c'est la constitution d'une relation pragmatique. Si l'on considère simplement l'aspect logique d'une relation, elle prend un temps quelconque. Le temps, si vous voulez, n'est pas pertinent pour l'opération d'une relation logique. Mais le passage de la lutte à la victoire ou à la défaite prend du temps, enfin demande du temps, et c'est bien de cela dont il faut rendre compte. C'est pourquoi là, dans la deuxième tentative de Greimas, nous avons l'effort d'éliminer le temps au niveau même des opérations. Et pour cela, il faut passer des structures de surface du récit à ces structures profondes. Et c'est là, on peut dire, la révolution méthodologique qui consiste à ne pas lire à la surface du texte, mais trouver sous cette surface même des opérations qui ne sont pas lisibles sur le texte, mais qui doivent être entièrement reconstruites. Je remarque en passant que cette opposition entre structure profonde et structure de surface est beaucoup plus près de Chomsky que de Saussure. Il y a visiblement ici une influence sur l'analyse structurale des récits de la linguistique des transformationnels, et non plus simplement de la linguistique distributionnelle du premier structuralisme. Alors, la cellule dont s'efforce de partir Greimas et qu'il appelle le modèle constitutionnel repose sur cette représentation dans un carré sémiotique. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous sont déjà familiers à cette analyse-là. Partons d'un exemple extrêmement simple. Il y a quelque chose de dramatique dans la moindre signification. Quand je dis blanc, mais je pense à la fois à l'opposition à noir, mais en même temps deux autres oppositions, à non blanc et à non noir. Et je peux mettre donc sur les sommets d'un carré blanc, noir, non blanc, non noir, et faire des parcours allant, n'est-ce pas, sur le long des diagonales ou le long des carrés du côté. Par conséquent, le carré sémiotique, dans sa structure immobile, est le lieu d'un certain nombre d'opérations qui seront des opérations de disjonction, si j'oppose blanc à noir ou blanc à non blanc. Donc je jouerai, en langage de la logique aristotélicienne, sur des relations de contrariété et des relations de contradiction et des relations d'implication, puisque non noir va me ramener à blanc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit ? À la limite, si vous voulez, c'est l'art
de parcourir les différents côtés et de joindre l'un à l'autre les pôles d'un carré sémiotique. Alors qu'est-ce qu'il y a entre l'extraordinaire richesse des récits et puis cette simplicité absolument élémentaire du carré sémiotique? Eh bien, il y a des opérations de transformation. Et toute l'entreprise de Greimas consiste à faire une typologie des opérations de transformation qui simulent, en somme, la temporalité, qui simulent la production de sens par l'action. Alors, c'est pour moi le problème que je soumets à la discussion. Est-ce que cette construction des opérations de transformation n'est pas toujours guidée, on peut dire en sous-main, par la notion que nous avons de ce que c'est qu'un récit? Et pour ma part, je proposerai de dire que la narratologie, ici, nous propose, on peut dire, une simulation au sens cybernétique et au sens des machines qui en informatique qui simulent la perception, qui simulent la pensée et éventuellement, mais qui suppose que nous savons déjà ce que c'est que percevoir, que nous savons ce que c'est que penser, donc nous avons une sorte de simulation rationalisante d'une intelligence déjà à l'œuvre. Eh bien, je vais vous le montrer en examinant quelques-unes des opérations de transformation par lesquelles Greimas part de la structure profonde, celle du carré sémiotique, vers la structure de surface, qui est ce que nous appelons ordinairement un récit. L'intervalle, n'est-ce pas, l'intermédiaire qui est vraiment, pour moi, le point critique et le point fragile, peut-être, de l'entreprise, c'est qu'il faut introduire subrepticement dans l'analyse un savoir qui est emprunté à une sémantique de l'action. Et en effet, pour faire bouger, n'est-ce pas, ce carré sémiotique, il faut introduire l'idée que quelqu'un fait quelque chose. Et ce que quelqu'un fait quelque chose, c'est un savoir que nous avons acquis par la pratique quotidienne de l'action, mais aussi par la mimésis de l'action que nous avons incorporée dans notre culture narrative. Et c'est en effet la seconde étape de l'analyse de Greimas, de ce qu'il appelle la narrativisation du modèle initial, qui suppose que l'on introduise des structures du faire, le verbe faire, qui est évidemment d'une très grande abstraction, puisqu'on ne dit pas que c'est parler ou prendre ou recevoir ou fuir, mais faire. Alors, on essaye de faire une sorte de logique du faire en général pour l'appliquer sur les côtés et les angles du carré sémiotique. Le premier énoncé narratif simple, c'est celui qui dit que quelqu'un fait quelque chose. Mais pour en faire un programme d'action, il faut introduire ce que les logiciens appellent des modalités, modélisation, pouvoir, savoir, vouloir. Donc vouloir faire, pouvoir faire, vouloir savoir, vouloir pouvoir, etc. Et outre ces modalités, ces modélisations,
qui nous permettent de parler d'un programme d'action, des relations polémiques. Nous retrouvons d'ailleurs, c'est quelque chose du premier modèle, qui était l'adjuvant ou l'opposant. Une action est empêchée ou favorisée. Et dans la pratique des analyses de texte des élèves de Grémas, ils apprennent à placer sur le carré sémiotique, à l'opposition, disons, blanc-noir, le programme narratif de un tel, et puis le programme narratif de l'autre, et on voit comment les deux programmes narratifs se combinent, s'opposent, se renforcent, etc. Et donc toute l'analyse d'un récit va consister à voir comment les programmes s'entrecroisent et se composent ensemble pour constituer ce qu'il appelle une performance et une suite de performances qui est un récit. Alors, c'est un exposé extrêmement schématique d'un travail d'une complexité extraordinaire. Ce que je voudrais discuter et proposer à la discussion, c'est de savoir comment on passe du niveau de profondeur au niveau de surface. Et il me semble que les difficultés tournent autour de trois moments qui sont un peu des ruptures dans l'analyse, et trois moments qui constituent de véritables emprunts à l'intelligence narrative que nous avons déjà avant de faire de la narratologie et qui guident en sous-main notre analyse. Je ne discuterai pas, mais je l'ai fait ailleurs dans un texte que Grémas a d'ailleurs bien voulu publier. J'ai fait une analyse, c'est un homme extrêmement généreux que j'aime beaucoup, et j'avais proposé une critique du modèle initial, n'est-ce pas, du carré sémiotique. Il a bien voulu le publier, et dans les cahiers de l'école des sciences sémiotiques. Et là, j'insiste d'abord sur une première difficulté que je ne discute pas ici, c'est que le carré sémiotique me paraît bien fonctionner lorsque l'on a affaire à des oppositions fortes. C'est pas comme blanc-noir, c'est-à-dire, en employant la logique très simple d'Aristote, des espèces de même genre, c'est-à-dire c'est la couleur, la lumière, plus exactement la luminosité. Mais lorsque l'on a affaire à deux programmes narratifs, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans le rapport blanc-noir ? Et là, je rappelle la critique que Kant avait faite dans un petit opuscule, comment introduire en philosophie les grandeurs négatives, où il montre que les rapports d'opposition ne sont pas des rapports de contradiction et de contrariété. Il y a là, me semble-t-il, une faille logique. Je ne suis pas sûr, n'est-ce pas, que les ressources logiques du modèle sémiotique conviennent en réalité à la structure polémique de l'action, qui est peut-être là quelque chose de... je sais que Grémas a travaillé, beaucoup retravaillé sur ce carré sémiotique en disant mais qu'en fait il ne dévient pas de la logique d'Aristote. Certains ont essayé même de faire des analyses de type hegelien. Mais ce carré sémiotique qui devrait être la base est en même temps l'enjeu, n'est-ce pas, est un peu lui-même un thème de grande spéculation. J'insisterai davantage sur le recours à la logique du faire. Parce que il me semble qu'en réalité, là, nous n'avons pas affaire à une logique ou, dans un sens extrêmement lâche du mot logique, mais à ce que nous avons appris dans une sémantique de l'action. Vous savez qu'il y a tout un développement de la praxéologie, de la théorie de l'action, et en somme, comment savons-nous que pouvoir faire
modalise faire, sinon parce que nous avons une expérience dans l'action de ce que c'est qu'une action éventuelle, de ce que c'est qu'une action virtuelle, et là la logique de la possibilité recouvre mal la nature très particulière de la potentialité d'agir, n'est-ce pas? On pourrait faire d'ailleurs des analyses de type heideggerien sur le Vermögen, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout le möglich. Là, vous voyez, on glisse du pouvoir-faire à la possibilité logique, donc pour introduire des modalités, des modalisations. En réalité, il nous faut un langage adéquat à l'expérience de l'action et qui n'est que très grossièrement, me semble-t-il, recouvert par des ressources de la logique de la modalité, disons. La logique de la modalité est plus pauvre, finalement, que l'expérience de l'éventualité, de la potentialité, qui est une expérience praxique. Il y a là, je peux dire, une intelligence de la praxis qui est sous-jacente à cette logique du faire. La logique du faire n'est qu'une sorte de reconstruction simulée de cette intelligence praxique et hépatique aussi, parce qu'il y a aussi subir, il n'y a pas simplement faire, il y a aussi souffrir. Je ne cesse d'insister là-dessus, sur la théorie de l'action. Il faut toujours une théorie du souffrir, joindre d'ailleurs, la relation polémique fait que l'un souffre de ce que l'autre fait. C'est cela, vainqueur, vaincu. Sont aussi très difficiles à transposer logiquement tous les éléments qu'on peut dire de valorisation, tous les aspects proprement axiologiques de l'action, on peut dire que le propre d'un cours d'action, c'est aussi d'améliorer ou de détériorer, de rendre meilleur ou de rendre pire. Vous rappelez d'ailleurs que Aristote distinguait la tragédie de la comédie en disant que dans la tragédie, nous avons affaire à des hommes meilleurs que nous. Dans la comédie, il y a des hommes moins bons que nous, Keirones, ou Beltiones, Keirones. Et donc, le vouloir être n'est pas identique au vouloir faire, et le vouloir avoir au vouloir savoir. Alors, je voudrais conclure, pour ne pas... je vous présente de façon schématique des thèmes de discussion, une conclusion très très modérée, à laquelle je tiens beaucoup, concernant Greimas. Pour moi, le problème n'est pas du tout de dire que tout cela est mauvais. Je pense que une méthode doit être appliquée, et c'est en l'appliquant qu'on en voit les limites, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas du dehors en faire l'économie. Mais alors ce que l'on peut dire, je crois que c'est ça la tâche du philosophe, qui n'est pas un narratologue, mais qui s'intéresse à la narratologie comme il s'intéresse à l'exégèse, c'est de se demander, comme je le disais, qu'est-ce que l'on fait quand on fait toutes ces opérations-là? De quel droit les fait-on? Quelle est la signification? Et là, je dirais que nous avons besoin d'un dialogue entre l'herméneutique et la logique narrative, et avec un enseignement mutuel. La logique narrative, certainement, nous permet de mettre en relief ce qu'il y a d'intelligibilité foncière dans le récit, et nous révèle combien le récit est en réalité une opération hautement complexe, contrairement à, par exemple, la critique que font certains historiens en disant « Ah, ben c'est du récit, donc c'est élémentaire ». Le récit n'est pas une chose élémentaire. C'est en réalité une opération extrêmement complexe, par lesquelles nous apprenons à conduire un état de choses initial, un état de choses terminal par des transformations. Alors, il est parfaitement légitime d'essayer de formaliser ces transformations. Mais seulement, il faut être très conscient que nous ne nous proposons cette tâche de les formaliser que parce que nous avons déjà, on peut dire, une première intelligence de ce que c'est qu'un récit, et que, donc, la narratologie est greffée
et en ce sens, je dirais qu'elle est parasitaire à l'égard de cette intelligence. Je ferai une dernière remarque. Il faudrait voir si cette méthode peut s'appliquer beaucoup plus loin que les contes. Moi j'ai un doute là-dessus, tant qu'on n'aura pas vu des analyses de grands ensembles comme des romans du 19e siècle, mais alors ça demanderait, n'est-ce pas, des pages et des pages de petits carrés sémiotiques. Je sais que certains s'y attaquent. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne bien dans les contes? Parce que peut-être que les contes, je dirais, ont une affinité pour le structuralisme. Je veux dire que le propre d'un conte, c'est précisément de ramener à une situation initiale. Un enfant a été détourné, il est ramené à ses parents. Alors évidemment, il est mieux après, puisqu'avant, il était collé à ses parents, il a fait une aventure, il revient autre. Donc il y a toujours une production de sens, mais néanmoins, toutes les fois que nous pouvons retrouver le schéma ordre, désordre, restauration de l'ordre, nous avons une opération circulaire qui se laisse assez bien mettre sur le carré sémiotique, puisqu'on revient au point de départ. En réalité, je dirais que ce n'est pas un carré, c'est plutôt une spirale, n'est-ce pas? Puisque l'action ne ramène pas le même. Et à cet égard, ce qui est peut-être alors tout à fait absent de l'analyse structurale, c'est le mot merveilleux. Mais je dois dire qu'il n'apparaît que dans la traduction française du titre, pas le conte merveilleux. Qu'est-ce qui fait qu'un conte est merveilleux? Est-ce que ce n'est pas parce que tout ce qui ne passe pas dans la logique, prenons par exemple un des contes les plus célèbres d'Andersen, des oies, les oies sauvages, le conte des oies sauvages, où l'enfant est enlevé par une oie. Et il y a là des expériences profondes où les psychanalystes ont beaucoup à dire, n'est-ce pas? Où le petit chaperon rouge, quand il va vers sa grand-mère, il quitte sa mère, mais il va trouver une autre mère, c'est une mère qui le dévore. Enfin, tout ça touche à des choses très très profondes de notre inconscient, sans aucun doute. Être dévoré, nous savons bien que ça a un rapport avec le stade oral. Donc, en un sens, on pourrait dire que l'analyse qui prétend être une analyse en profondeur sera en surface par rapport à un autre type de profondeur qui sera la profondeur du désir et la profondeur pour une psychanalyse. Alors, la même analyse qui est profonde en termes linguistiques, si vous voulez, va être superficielle en termes psychanalytiques. Alors, je crois qu'il faut être très près, n'est-ce pas, à cette multiplicité que Roland Barthes, d'ailleurs, à la fin de sa vie, hélas interrompu trop tôt, avait parfaitement reconnu. Les derniers travaux de Barthes sont très très différents des premiers. Il ne croit plus du tout à cette espèce de... quand il parle d'une lecture plurielle, je crois qu'il y a aussi une logique plurielle dans le récit. Oui, je voulais dire... je vais peut-être renoncer à ma troisième partie, parce que je pourrais la joindre à ce que je voulais dire demain. Je vais simplement indiquer de quoi il est question. Chez Genette, nous avons un enrichissement de l'analyse structurale qui tient compte du jeu de deux temporalités, et j'essaierai de dire demain pourquoi cela est possible dans le récit de fiction, beaucoup plus que dans le récit historique. Quelles deux temporalités? La temporalité tenant à l'acte de raconter et la temporalité des choses racontées. Gérard Genette emprunte cette distinction à un... je ne crois pas qu'on pourrait le placer parmi les structuralistes, un analyste du récit, Günther Müller,
dans un livre qui s'appelle Morphologische Poetik. Donc il a employé le mot morphologique et non pas le mot structural, et qui distinguait entre Erzählzeit et Erzähltzeit. Donc le temps mis à raconter, ou le temps de raconter, avec l'infinitif, et puis le temps raconté. Disons très simplement, avec l'exemple de Proust que prend Genette, mais que je reprendrai pour mon propre compte demain, c'est que l'on peut mettre 200 pages pour raconter un dîner qui dure 1 heure, ou on peut, en 10 lignes, raconter une histoire qui prend beaucoup plus de temps. Et l'art de raconter consiste précisément dans ces discordances entre le temps mis à raconter, que l'on peut compter simplement en nombre de pages, puisque l'équivalent du temps de raconter, si on suppose une vitesse moyenne de lire, c'est un temps de lecture. Et ce temps de lecture peut être mesuré, comme dit Genette, métonymiquement par le nombre de pages. Et donc il y a là des jeux avec le temps. Cette notion de jeu avec le temps est extrêmement importante et tient justement à la fiction. La fiction peut se permettre de jouer avec le temps, c'est-à-dire de faire varier les rapports entre le temps mis à raconter, mesuré en pages, et le temps raconté, qui est le temps qu'il faudrait dépenser si les événements étaient réels. Donc un repas, nous imaginons, prend du temps. Genette propose à cet égard un vocabulaire qui me paraît extrêmement utile. Il distingue entre l'énonciation, qui est la narration, c'est-à-dire l'acte de raconter, l'énoncé, ce que nous lisons, et puis ce qu'il appelle la diégèse, qui correspondrait, je crois, mais peut-être que certains connaissent mieux les formalistes russes que moi, qui serait la fabula des formalistes russes. Alors on peut voir 2 systèmes de distorsion organisés et parfaitement maîtrisés, donc dans un double rapport entre le récit que nous lisons, donc l'énoncé, et la diégèse et son objet, ou entre l'énonciation et l'énoncé. Quelques exemples des distorsions entre le récit que nous lisons, donc le discursif, le récit discursif, et puis l'histoire racontée ou diégèse. Ces exemples sont empruntés à Proust dans Figures 2 et 3. Ce qui peut être bouleversé dans le temps, c'est soit l'ordre des événements. On peut raconter avant ce qui est arrivé après. Et c'est vieux comme le monde, puisque vous rappelez que Homère commence de cette façon dans l'Iliade, il raconte des événements, et puis après ça il raconte ce qui a précédé. Donc c'est la possibilité juste de renverser l'ordre chronologique. Donc possibilité que l'historien n'a pas, dans la mesure où il est lié, n'est-ce pas, au temps calendaire. Donc je reviendrai là-dessus demain, cette espèce de franchise, d'affranchissement du temps calendaire qui va permettre le flashback, bon, qui est bien connu, c'est une affaire bien connue, mais alors qui est pratiqué d'une façon extraordinairement subtile par Proust, avec ce que notre auteur appelle des prolepses, donc des anticipations, ou des analepses, ou des retours en arrière, et puis dans les prolepses, des analepses, et donc il nous propose toute une typologie des bouleversements de l'ordre diégétique dans l'ordre du récit. Mais une autre forme d'altération du rapport des 2 temporalités sera des altérations de durée. L'on peut raconter longuement ce qui est arrivé brièvement, ou on peut raconter brièvement ce qui est arrivé longuement, etc. Donc, changer le tempo, c'est pas la vitesse d'un récit, et donc allant depuis
l'ellipse, qui sera l'abréviation extrême, jusqu'à la pause, qui sera une façon de faire tableau, n'est-ce pas, d'arrêter le récit. Donc entre la pause et l'ellipse, vous avez toutes sortes de changements, des coups d'accélération ou de ralentissement, mais d'ailleurs que l'historien aussi. Et alors il y a la fréquence, on peut raconter plusieurs fois les mêmes événements, et je reviendrai là-dessus demain dans l'analyse que je proposerai de Proust, parce que je pense que ce n'est pas simplement un artifice de méthode, mais alors que cela tient à une vision du monde propre à Proust, à savoir que l'on répète toujours les mêmes échecs, en particulier les mêmes échecs amoureux. Enfin, il y a un modèle d'amour malheureux que l'on trouve chez Swann, dans Un amour de Swann. Tout amour est rongé par la jalousie et aboutit à l'oubli. Et ce modèle est absolument répétitif, et c'est ça le temps perdu. Alors là, on est bien obligé de faire appel à autre chose que des procédés, à des manipulations, mais ces manipulations me semblent être elles-mêmes au service d'une expérience fictive. C'est là-dessus que j'enchaînerai la prochaine fois. Quant aux distorsions qui viennent entre l'énonciation et l'énoncé, elles sont encore plus subtiles, puisqu'il faut ici introduire une entité tout à fait caractéristique du récit de fiction, qui est la voix narrative. À savoir que dans Proust, il y a deux personnages. Il y a le narrateur qui est en avant, qui est d'ailleurs toujours en avance, il sait où il va, tandis que le héros ne le sait pas. C'est pourquoi, bien souvent, on voit comme on le verra plus loin, ou comme je devais l'apprendre plus tard. Donc, entre le narrateur et le héros, qui sont le même, c'est Marcel, mais ce n'est pas Proust, l'auteur, mais il y a une dialectique du narrateur et du héros, et qui fait qu'ils ne sont pas dans le même temps. Le narrateur a une sorte de vision globale. Par exemple, il sait parfaitement qu'il y aura la grande expérience du temps retrouvé, n'est-ce pas, dans la bibliothèque du duc de Guermantes. Et c'est en fonction de cette anticipation qu'il va pouvoir raconter l'histoire de la Madeleine, l'histoire d'un certain nombre de moments bienheureux, comme il les appelle, mais dont le héros, lui, ne sait pas ce que cela veut dire. Et donc, ils ne sont pas dans le même temps. Enfin, le temps, c'est bien qu'on a trois temps. On a le temps de ce qui est arrivé, et à supposer que cela arrive, ça arriverait dans un certain ordre. C'est donc la fabula, je crois, puisqu'il peut changer l'ordre, la durée et la fréquence. Et il y a en plus le temps du narrateur qui a une puissance globalisante et qui, on peut dire, est omnitemporel. Il est présent à tous les temps qu'il raconte parce qu'il est la voix qui parle. Bon, mais je m'arrêterai ici.